grands personnages, il y en a qui sont présents en plateau, les personnages de la région, bien sûr Philippe de Sertine, qu'on vous a présenté. Mais Adèle qui est là, Adèle Gallois, elle aime bien les fouiller dans la vie des grands hommes disparus et trouver la petite histoire des grands hommes, Philippe. Regardez ça. C'est vrai, je suis allée fouiller loin cette fois-ci. Alors tu disais tout à l'heure que tu étais une bonne élève. Il est temps de revoir nos classiques. Qui a dit « Celui qui fait exécuter les lois doit s'y soumettre ». Sachez qu'il ne s'agit ni de Michel Onfray ni de Nicolas Canteloup, d'ailleurs, qui s'adresserait à un quelconque membre du gouvernement. Non, c'est ancien, Alors, on très me souffle ancien. Montesquieu. De son nom grand complet, il s'agit de Charles-Louis de Secondat, baron de Montesquieu. Ah, oui, ça né, c'est voilà, un grand homme de la région et un grand homme de la à France. quelques kilomètres de Blaye en 1689. Il est né par ici. Alors, il a d'ailleurs grandi au château de la Brette qui appartenait à sa mère parce que les parents de Montesquieu étaient des nobles. Et justement, pour la petite histoire, eh bien, ils lui choisissent un mendiant en guise de parrain pour être sûr que Montesquieu se souvienne que les pauvres sont ses amis. Alors c'est justement un sentiment de justice qui va rester en lui toute sa vie. Très tôt, il prend le chemin de la fac de droit à Bordeaux. Comme beaucoup le savent, du droit à la politique, il n'y a qu'un pas. Alors il fera même partie du Parlement de Bordeaux. Mais je vous entends tous déjà hurler, évidemment, ce n'est pas qu'un politicien. Montesquieu. Évidemment, c'est pas qu'un politicien, alors voyons. Il est davantage connu pour son observation de la société et de son temps. Et notamment avec un ouvrage à succès, les lettres persanes qu'on a tous fichées pour le bac et que vous êtes tous en train de ficher aussi pour le bac qui arrive très tôt. Les lettres persanes, donc, qui est une satire en fait de la société, qui décrit avec un ton plutôt humoristique, c'est vrai, les mœurs de la société. Alors, il en a écrit une partie à Bordeaux, rue Mirail, des lettres persanes, qu'il publiera pourtant à Amsterdam sous couvert d'anonymat. Mais c'est sous son vrai nom qu'il publiera l'œuvre de sa vie en 1739. Je sais que vous le savez, Philippe. L'esprit des lois. Exactement. De l'esprit des lois. Alors, un ouvrage référence de 900 pages que je vais tenter de résumer en une phrase, à savoir... Ah donc, oui, on fait ça. Oui, ça va nous aider. donc c'est à peu près la séparation des droits, la séparation de l'Église et de l'État, et surtout une explication des différents régimes politiques, donc de la monarchie au despotisme en passant par la République, des forces et des faiblesses, sachant que en l'écrivant, Montesquieu ne savait pas que la France allait par la suite avoir 3 monarchies parlementaires, 3 régimes despotiques et 3 républiques. Donc peut-être la prochaine fois pourrons-nous faire rencontrer Montesquieu et Hollande, je ne sais pas. Mais si Dans le c'est prochain ouvrage. peut-être dans un prochain ouvrage, c'est une idée. En tout Je me cas, demande si t'as pas fait 4 phrases là au moins. C'est vrai, ça devait être une phrase. Mais il a mis des virgules. C'était une phrase à rallonge avec plusieurs virgules. Bon, en tout cas, si c'est un homme de lettres, c'est aussi un homme de terre qui était fou amoureux de ses vignes à Bordeaux. Et franchement, nous qui sommes dans le Bordelais depuis quelques jours, on le comprend tout à fait. Il adorait se balader au moment des vendanges et il dira même « Je ne sais si mes vins doivent leur réputation à mes livres ou mes livres à mes vins ». Il ne demandera jamais la réponse car il disait aussi qu'un flatteur est un esclave qui n'est bon pour aucun maître. Vincent, je sais que c'est un mantra que tu as fait tien depuis fort longtemps maintenant. Tu as parfaitement raison, je l'ai cousu au revers de ma chemise. Pourquoi je le dis? Merci Adèle. Si je peux me permettre, juste, moi je trouve que les lettres persanes devraient être obligatoires, ça devrait être obligatoire de les lire aujourd'hui, parce que c'est une véritable réflexion philosophique sur la relativité des coutumes et au moment de cet obscurantisme dans lequel nous sommes en train de sombrer, c'est une véritable ouverture sur le monde et sur la tolérance comme on en a rarement écrite. C'est pas mal de savoir comment on est, hein, vu de là-bas, plutôt que d'être éternellement dans l'autre vision des choses. Pour moi, il y a 2 bouquins, ordre secondaire, les lettres persanes et les caractères de la bruyère. Hein. Pour l'humain, ça j'essaye toujours de refourguer à mes enfants, mais c'est pas toujours simple. À l'époque des tablettes... C'est pourtant pas si compliqué que ça à lire. Philippe, vous êtes d'accord avec ça? Totalement. D'abord, il faut aller au château de la Brède. Il est toujours là. Il est exactement dans l'état où l'a laissé Montesquieu. Il appartient toujours à la famille. Hein. C'est quelque chose d'incroyable. On le visite. Il est magnifique. C'est un petit bijou réellement. Puis après, Montesquieu, c'est aussi quelqu'un qui a énormément écrit sur le commerce, sur la liberté du commerce. Il y a des choses extraordinaires sur la question de la paix et de la liberté du commerce en disant quand les peuples se font du commerce entre eux, ils ne se font plus la guerre. Bien sûr. C'est absolument passionnant. C'est quelqu'un... C'est un précurseur de beaucoup de choses. C'est un joyau, on va dire, dans la littérature de Bordeaux qui est
extrêmement riche. Il y a les 3 M, Montaigne, Montesquieu, puis peut-être le 3e, on en parlera tout à l'heure. Et en ça, il est très bordelais. Hein. Le commerce, c'est vraiment dans l'âme de cette Gironde, hein, parce que c'est un lieu de passage, évidemment, des navires. C'est une ville ouverte sur le large. C'est une ville ouverte sur le large. Depuis toujours, Bordeaux aime le commerce, aime, on va dire, alors parfois d'ailleurs, il faut quand même le rappeler, parfois ça a été aussi de manière un tout petit peu contestable du point de vue historique. Oui, hein. sûr, Bordeaux a bien été sûr. une des villes de la traite négrière, il faut évidemment aussi Bien l'assumer. entendu. Mais cela étant, c'est d'abord une ville ouverte et elle l'a été jusqu'à très très tard. Au XXe siècle encore, c'était un des très très grands ports sur l'Afrique, sur l'Amérique du Sud. Tous les paquebots, ils passaient sans cesse là derrière nous, partant, arrivant. C'est une ville ouverte, c'est une ville ouverte sur le large, sur le vent du large. Et comme tu parlais tout à l'heure évidemment de ces terres vitivinicoles, il n'y a pas de grands domaines et de grands vins et de grands commerces du vin sans la logistique, quoi. C'est-à-dire sans la possibilité de l'exporter. C'est ça qui a fait aussi la notoriété de Bordeaux par rapport à des crus plus enclavés. Et d'ailleurs, quand vous êtes à Bordeaux, vous voyez très bien, il y a 2 géographies dans la ville. Vous avez le port le long du fleuve, c'est un très grand port. Au XVIIIe siècle, c'est le plus grand port français. Puis derrière, vous avez en fait la ville des négociants, des propriétaires de vin, qui est une ville agricole avec des très très beaux immeubles, très opulentes, etc. Il y a vraiment les 2 villes. Et jusqu'à il y a peu, il y avait aussi les 2 populations. Hein. Aujourd'hui, elles sont plus mélangées. Bordeaux a reconquis complètement ses quais. On va dire que jusqu'au milieu du XXe siècle, il y avait une zone interlope comme ça. Oui, une zone tampon, hein, on va dire. Si on peut dire. Voilà. Merci Philippe Dessertine.